Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Samsung Galaxy Ace, premier du nom, qui est sorti en février 2011, tout début 2011, un téléphone bas de gamme, entre guillemets, même si au départ il était vendu à 300 €, ce qui correspond plutôt à du milieu de gamme, car il est sorti à l'époque où Android n'avait toujours pas de bas de gamme, en fin de compte. Les téléphones les moins chers qui existaient sous Android à l'époque étaient des téléphones qui sortaient dans les environs de 300 €. C'était un petit peu l'idée, hein. Faut savoir en même temps que de toute façon c'était où on utilisait le meilleur processeur disponible actuellement, où on utilisait un processeur de crotte, il n'y avait pas vraiment de choix entre les deux, etc. Donc ça correspondait pour le milieu de gamme, c'était top. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, je plains toutes les personnes qui vont acheter ce genre de téléphone parce qu'ils n'ont pas fait long feu en termes de performance. Au départ, ils étaient utilisables et ensuite ils sont devenus très rapidement complètement inutilisable parce que les programmes sont devenus extrêmement lourds très rapidement, genre au bout de 1 an, ce téléphone est passé de téléphone tout à fait convenable à téléphone extrêmement lent. En fin de compte, il a une configuration qui correspond à peu près au tout premier Android qu'il pouvait y avoir en 2009, qui eux, bon, ont pu être utilisés jusqu'en 2011-2012 sans trop de problèmes, mais celui-là, qui est sorti en début 2011, n'a pu être utilisé donc comme il faut que entre 2011 et 2012. Eh ben, vous voyez que au niveau du temps que ça a mis pour que le téléphone décote et devienne complètement inutilisable, ça a pas mis longtemps, hein. Et à savoir d'ailleurs que ce téléphone a continué à se vendre jusqu'en début 2014, ce qui est assez impressionnant et ce qui en fait surtout le pire téléphone à acheter à l'époque. Mais quand il est sorti, il était pas si dégueulasse que ça, parce que avoir un smartphone neuf à ces prix-là, c'était un petit peu c'était indispensable d'avoir une configuration aussi pourrie que ça, c'était pas possible d'avoir mieux. Donc à sa sortie, il a eu des critiques assez positives. Donc je vous rappelle très rapidement ce qu'est une rétrospective. Je vais faire une vidéo rétrospective sur ce téléphone-là, c'est-à-dire qu'on va parler tout d'abord du matériel, pas du hardware, hein, pas du processeur, ce genre de truc, ça on en parlera un peu plus tard, mais on va surtout parler de la qualité de fabrication, voir si il était solide en fin de compte au niveau de sa fabrication, ce qui est quand même une bonne chose à savoir, parce que quitte à payer aussi cher pour un téléphone entre guillemets bas de gamme, autant en avoir un qui résiste à peu près convenablement. Ensuite, un autre truc que l'on va faire, c'est qu'on va parler de ce téléphone dans son époque, on va recentrer par rapport aux autres téléphones qui pouvaient se vendre à la même époque, et un peu plus tard, et un peu avant, etc., etc. Et ensuite, on va faire une conclusion, on va dire si c'était un bon téléphone à l'époque, mais surtout, un peu plus tard, on va dire ce qu'il en est de ce téléphone maintenant, c'est-à-dire est-ce qu'il est encore utilisable, dans quelles circonstances, ou est-ce qu'il n'est pas utilisable et pourquoi, etc., etc. Mais on ne va pas parler, ça c'est un truc que je tiens à préciser, on va ne pas parler des firmware alternatifs, les custom ROM, ce genre de trucs. Pourquoi ? Eh bien parce que je veux refléter ce que le constructeur a fait de ce téléphone, pas ce que des bidouilleurs dans leur coin ont pu réussir à faire avec ce téléphone, l'améliorer un petit peu et ce genre de trucs. Bon, ça révolutionne pas un téléphone hein, de mettre une custom ROM, ça permet de corriger des bugs qu'il peut y avoir en interne, ce genre de trucs, ou de le rendre un tout petit peu plus rapide, ce genre de trucs, mais c'est pas ça qui va doubler la mémoire interne ou ce genre de choses. Hein. Donc, on va juste parler de ce que Samsung a fait à l'époque, mais on va pas parler de ces choses-là, parce que, à mon avis, ça ne représente pas ce que la plupart des gens ont subi en utilisant ce téléphone-là, et je dis bien subir, parce que s'il y a bien un truc que la plupart des personnes qui l'ont eu peuvent dire à propos de ce téléphone, c'est une de ces trois choses, voire ces trois choses en même temps, et vous allez voir que si vous avez eu ce téléphone, vous vous y retrouverez assez rapidement. Donc, première chose, c'est bon sang qu'il est lent. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il est buggé ce téléphone. Et troisième chose, c'est bon sang, mais il y a aucune place dans ce téléphone, comment je fais pour installer des applications, c'est un truc de malade. Ça c'est les trois trucs que j'ai entendus avec ce téléphone à chaque instant. Toutes les personnes qui m'ont parlé de ce téléphone, toutes ces personnes qui ont eu ce téléphone dans mon entourage, il y avait notamment des modèles de ce téléphone où la galerie ne fonctionnait pas, on ouvre la galerie et paf ça crache. Ok, donc génial, on peut même pas voir ces photos avec les programmes qui sont installés de base dans le téléphone, c'est-à-dire des parties du système d'exploitation, pas un programme installé séparément, ce genre de truc. Non, ça c'était magnifique, il y a eu quand même des firmware qui étaient très mauvais de ce téléphone, notamment les firmware de chez Orange. Génial, c'est le firmware qui est préinstallé dans ce téléphone parce que c'est un modèle de chez Orange. Donc première chose, parlons du hardware. Alors au niveau de la qualité de fabrication, c'est quelque chose de très bon, c'est vraiment solide, ça fait plastique bien entendu, mais
qu'est-ce que c'est rigide à côté de beaucoup de téléphones, notamment les LG qui pouvaient sortir à la même époque. Enfin non, LG a pas sorti de bas de gamme en 2011, mais je veux dire, celui qu'ils avaient sorti en octobre 2010, le Optimus One, était contemporain à ce téléphone-là. Et le problème du Optimus One, si vous avez vu ma vidéo sur le HTC Wildfire, c'est que, ben voilà, le Optimus One était très très fragile. L'écran était mal collé, l'écran était en plastique et donc rayable très très facilement. Celui-là, c'est du verre et carrément même, c'est du Gorilla Glass, comme les hauts de gamme de la même époque. Donc la fabrication du téléphone est vraiment typiquement haut de gamme. La fabrication du téléphone, mais aussi la précision du tactile, ce genre de truc. En gros, c'est un téléphone qui est parfaitement utilisable du côté du hardware, enfin du côté de ce que l'on a sous la main, quoi. D'ailleurs, ils ont même été jusqu'à faire quelque chose que très peu de téléphones de l'époque avaient, c'est-à-dire l'arrière de ce téléphone est fait en plastique, mais en plastique avec une sorte de revêtement rugueux, etc., qui empêche de glisser des mains, etc. C'était une bonne idée, parce que même les hauts de gamme de l'époque n'avaient pas ça. Le Galaxy S2, par exemple, qui est sorti à peu près au même moment, n'était pas du tout, il était très lisse même à côté de ce téléphone-là, donc bon, c'est marrant, il a des trucs que l'on aurait bien aimé sur un haut de gamme, que les hauts de gamme n'avaient pas à l'époque. Et nous avons aussi un flash et un appareil photo 5 mégapixels, ce qui était plutôt correct pour l'époque. D'ailleurs, l'appareil photo a été souvent décrit comme un bon appareil photo pour du bas de gamme. Malgré tout, je trouve qu'il est moins bon que celui-là qu'il y avait sur le Wildfire, qui, à l'époque de la sortie de ce téléphone, se trouvait dans les 200 €, mais ça ne change rien, ça en fait toujours un téléphone qui était à éviter, étant donné l'absence de GPU et le firmware extrêmement lent qu'il y avait dans ce téléphone-là. Malgré tout, il avait un meilleur appareil photo, et encore une fois, si on ressort un non-smartphone de la même époque, à peu près au même prix, ou même un peu plus vieux, nous pouvions trouver des téléphones avec un appareil photo bien meilleur que celui qui est intégré là-dedans. Rappelons que c'est un téléphone à 300 € tout de même. Nous avons qu'est-ce que je raconte ? Nous avons un haut-parleur arrière, ce qui est plutôt pas mal parce que beaucoup de smartphones de l'époque bas de gamme utilisaient le haut-parleur d'appel comme haut-parleur, vrai haut-parleur, quoi. Quand vous regardez une vidéo, ce genre de truc, ça utilisait ce haut-parleur sur le LG notamment. Donc bon, c'est pas mal, le son est un petit peu meilleur quand on l'utilise sans casque. Maintenant, rentrons dans les choses qui fâchent. Bon, déjà on voit la fluidité de l'interface, comme vous le voyez, qui laisse à désirer après la sortie en veille, et puis aussi laisse à désirer tout court la plupart du temps. Étrangement quand même plus fluide que les Xperia X10 comme je vous l'avais montré, donc c'est assez étonnant pour un truc qui est tout pourri à côté en termes de hardware. Donc parlons des choses qui fâchent. L'écran est du 320p, c'est-à-dire je crois que c'est 480 x 320, il y a un GPU, c'est un Adreno 200, ce qui n'est pas un mauvais GPU. Par contre, au niveau du CPU, c'est un ARM V6 de chez Qualcomm à 800 MHz, et un ARM V6 de chez Qualcomm, ça correspond à de la grosse merde. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est à 800 MHz, et à 800 MHz, ça n'est pas beaucoup mieux que les autres téléphones utilisant le même processeur, mais à 600 MHz, comme par exemple le HTC Wildfire S, la version améliorée du HTC Wildfire, qui est sortie à peu près en même temps que le Samsung Galaxy Ace, qui est à peu près identique et qui a à peu près les mêmes problèmes. Plus quelques autres problèmes, c'est que là, le HTC Wildfire S a des petits problèmes d'ergonomie, comme il pouvait y avoir sur les HTC de l'époque, notamment le clavier tactile par défaut qui n'est pas génial, et le firmware qui, sur le bas de gamme de HTC, était pas terrible, et était moins bon que celui de Samsung, alors que pourtant sur le haut de gamme, c'était l'inverse, c'était total opposé, donc c'est assez étonnant de voir ça, mais bon, pourquoi pas. Donc ce processeur de chez Qualcomm, qui est un Snapdragon S1, mais bon, Snapdragon S1 ça veut rien dire parce que c'était un bordel fourre-tout de l'époque des débuts de Qualcomm dans les premiers Snapdragon et tout ça, ils ont tout mis dans la même catégorie, les bas de gamme et les hauts de gamme, donc c'est un petit peu stupide. Donc Snapdragon S1, mais la véritable référence de ce processeur, c'est MSM 7227, et c'est la version, comme je disais, à 800 MHz, à savoir que ce processeur-là, bizarrement, ne gagne pas en performance en augmentant la fréquence à partir de 600 MHz, on gagne juste des broutilles, parce qu'il doit y avoir quelque chose d'autre qui bride les performances quelque part en arrière-plan, genre par exemple le contrôleur mémoire vive ou un truc comme ça. Donc augmenter la fréquence ne fait pas augmenter d'autant, genre par exemple de 600 MHz à 800 MHz, ça devrait faire un énorme bond en performance.
Or, on n'a pas vraiment de différence, quoi. À l'usage, on se rend même pas compte que c'est un processeur différent. D'ailleurs, il m'arrive très souvent de faire l'erreur de dire que ce processeur est 600 MHz alors qu'il est 800 MHz, parce que c'est littéralement le seul téléphone, marketingment parlant, on va dire, qui l'a mis à 800 MHz, alors que ils auraient pu tout aussi bien le faire fonctionner à 600 MHz comme tous les autres constructeurs, qui ont dû faire l'expérience de tester, voir, et de voir qu'il n'y a aucune différence, donc ils se sont dit autant économiser un peu de batterie en le faisant fonctionner à 600, mais non, ils ont préféré ça. Sinon, au niveau de la mémoire vive, nous avons 384, si je me rappelle bien, mégaoctets de mémoire vive, dont une grande partie qui est associée au GPU. À l'époque, c'était vraiment la grosse erreur que faisait Qualcomm, c'est-à-dire de donner énormément de mémoire vive au GPU. Là, ça fait pratiquement 104 mégaoctets rien que pour le GPU, pendant qu'il en reste 280 MO pour le CPU, ce qui est complètement ridicule, étant donné que le GPU n'aura jamais besoin d'autant de mémoire vive, surtout que ce téléphone-là, étant donné que, en termes de quantité de mémoire disponible pour l'installation des programmes, nous avons que à peu près 200 mégaoctets, même peut-être moins de 200 mégaoctets, on va voir ça tout de suite de toute façon, eh bien, ça fait que, bah voilà, quoi, à quoi ça sert d'avoir un GPU dessus, quoi. Enfin, d'avoir un bon GPU dessus, donc place disponible, il me dit qu'il n'y a rien, donc pour connaître l'espace total qu'il y a là-dedans, on va devoir passer par le paramètre des applications. Donc nous avons un impressionnant 180 mégaoctets de mémoire pour l'installation des programmes. Ouh, ça fait beaucoup, et même à l'époque, hein, sachez-le, ça faisait très peu. C'était la limitation du téléphone, quoi. Comme vous le voyez, j'ai installé que ça, pratiquement rien, c'est-à-dire Twitter, UC Browser, etc. Certes, les applications à l'époque prenaient moins de place, mais voilà, c'était déjà limité à l'époque, hein. Il fallait déplacer vers la carte SD, ce qui est le cas là, hein. J'ai déjà déplacé plein de trucs vers la carte SD, comme vous le voyez, les deux seuls qui sont déplaçables ont été déplacés. On peut tricher en faisant en sorte que certains programmes soient déplaçables alors qu'ils ne sont pas déplaçables à l'origine, comme Twitter, on pourrait le déplacer même s'il n'est pas déplaçable à l'origine, mais le problème c'est que déplacer des applications qui sont pas déplaçables à l'origine crée souvent des bugs, notamment Twitter. À chaque redémarrage, on est obligé de retaper son mot de passe, alors que si on le garde dans la mémoire interne, eh bien, il garde en mémoire le mot de passe, quoi, du compte Twitter. Donc, c'est assez bizarre de voir ce genre de truc. Et je tiens à préciser une chose, c'est que si vous regardez dans le Google Play Store, il va falloir attendre qu'il vienne, bien entendu, hein, voilà. Ah bah tiens, il vient directement sur la bonne page. On aura gagné 15 minutes. Je plaisante, mais à peine, hein, parce que il est vraiment lent, hein, ce téléphone avec les applications d'aujourd'hui. Faut savoir un truc, c'est que rien qu'à l'époque, les processeurs de type ARM V6, et vous voyez voilà les applications qui sont préinstallées dedans, notamment certaines applications qui ont été préinstallées, mais qui ont été préinstallées par Orange, donc ça n'arrange pas les choses, et toutes ces applications, y compris YouTube, je ne peux pas les mettre à jour, étant donné que, bah voilà, la mémoire est déjà pleine. Rien que mettre à jour YouTube vous force à installer les services Google Play, et le fait d'installer des services Google Play fait que YouTube et les services Google Play, rien qu'à eux deux, remplissent la mémoire et on ne peut pas les déplacer vers la carte SD. Donc c'est magnifique, voilà, on a juste plus de place, rien qu'en mettant à jour une application si on choisit pas la bonne. Donc je disais, les ARM V6, c'était des processeurs qui étaient déjà abandonnés à l'époque et qui ont été ressuscités en fin de compte rien que pour le bas de gamme Android, c'est-à-dire pour le Galaxy Ace et le HTC Wildfire en fait. C'est rien que pour ces deux téléphones ainsi que les LG Optimus et Optimus One, rien que pour le bas de gamme Android de l'époque, on a ressuscité l'ARM V6 de chez Qualcomm, à savoir que ces processeurs-là avaient été abandonnés depuis longtemps. C'était les processeurs des téléphones Android, des débuts d'Android, c'était les processeurs de 2009, tout début 2010, et même en début 2010, il commençait à sortir des téléphones, enfin beaucoup de téléphones, avec des processeurs ARM V7, etc. Donc l'ARM V6 avait déjà été enterré, etc. Et tous les téléphones utilisant des ARM V6 ont eu comme dernière version d'Android, très souvent Android 2.1 ou Android 2.2. À savoir que ce téléphone est sorti sous Android 2.2, et que la plupart des téléphones, LG Optimus, LG Optimus One et HTC Wildfire sont restés coincés sur Android 2.2, ce qui est une bonne chose, parce qu'il est assez léger pour tourner sur des ARM V6 sans trop de problèmes. Eh bien, ce téléphone-là a eu une mise à jour très malvenue vers Android 2.3 qui, certes, à l'époque, paraissait comme une super bonne idée et disait « Ouais, un Android bas de gamme avec Android 2.3, etc. » Mais au final, c'était une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que il y a très peu de mémoire dedans.
Et cette mémoire, comme les programmes sous Android 2.3 prennent plus de place à s'installer que sur Android 2.2, bizarrement, eh bien, cette place qui est déjà faible devient excessivement faible. C'est juste, il n'y a plus de place du tout pour installer quoi que ce soit. C'est juste impressionnant. Et un deuxième truc, c'est que sur Android 2.2, il n'y a pas les services Google Play aussi, donc voilà, ça permet de se dispenser de ce genre de trucs, mais ça, ils pouvaient pas deviner à l'époque. Mais en gros, si vous avez un téléphone avec un ARM V6, vaut mieux utiliser Android 2.2 comme dernière version d'Android, parce que vous aurez aussi des versions des programmes, etc., qui sont adaptés à ça, parce que Android 2.3 était disponible sur des téléphones qui étaient plutôt performants, genre le premier Galaxy S, le Galaxy S2 quand il venait juste de sortir était sur Android 2.3, en gros il y a eu des téléphones vachement performants sous ce truc là, ce qui fait que il y a beaucoup de programmes qui ont continué à être mis à jour vers des versions beaucoup plus lourdes, notamment Twitter, notamment le gestionnaire de page Facebook qui est juste impossible à utiliser sur un téléphone de ce genre, qui existe en version pour Android 2.3, et qui ne sont pas du tout adaptés pour des ARM V6, ils sont adaptés pour des ARM V7 à 1 GHz minimum. Là, nous avons un ARM V6 qui, à fréquence, enfin, je veux dire, un ARM V6, il lui faudrait 2 GHz pour atteindre les performances d'un ARM V7 à 1 GHz, pratiquement. Et il est même pas à 1 GHz, donc vous vous rendez compte un petit peu du niveau très très médiocre de performance de ce genre de processeur. D'ailleurs, même pas l'année d'après, c'est-à-dire à peine genre 8 mois plus tard, un truc du genre, l'ARM V6 a été à nouveau enterré, et pour de bon. Pour quelle raison? Eh bien, à cause de la sortie de Android 4.0, enfin pas forcément quand il est sorti, mais l'annonce que pour Android 4.0, l'ARM V6 ne serait carrément plus supporté. Alors vous trouverez très certainement des custom ROM d'Android 4.0 et plus pour des processeurs ARM V6, qui est une très mauvaise idée d'installer ça là-dessus, parce que déjà que sur l'ARM V6, Android 2.3 est lent comme tout, imaginez sous Android 4.0 ou 4.1 ou des trucs de ce genre. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que officiellement, parce qu'il y a eu plein de petites optimisations qui fonctionnaient que sur ARM V7, Google a complètement arrêté l'ARM V6 pour Android 4.0, ce qui fait que les processeurs ARM V6 ont arrêté d'être construits très rapidement, et Qualcomm a été obligé de réviser le MSM 7227 pour en faire une version qui soit ARM V7, le même processeur pratiquement, à la virgule près, mais en ARM V7, ce qui en faisait déjà un processeur un petit peu plus véloce, et quand même relativement plus utilisable que ça, quoi. Mais voilà, comme le HTC Wildfire, le truc avec ce téléphone, c'est qu'il ne faut pas trop lui en tenir rigueur, parce que quand il est sorti, il y avait littéralement rien de mieux comme bas de gamme. Je veux dire, ce téléphone-là, c'est le LG Optimus One en solide, en fait, en gros. Le est sorti quelques mois plus tard, à peu près 6 mois plus tard, quoi. En gros, c'est pour le même prix, le LG Optimus One, en mieux construit, avec du Gorilla Glass pour la vitre, etc. Enfin, comme je vous l'ai déjà dit, la construction est très bonne, alors que le LG Optimus One était un petit peu le processeur qui pouvait... le téléphone qui pouvait se rayer en touchant du velours, quoi. C'était à ce niveau-là, pratiquement. Donc, voilà, bon, on peut pas trop s'en plaindre. Par contre, là où on peut se plaindre de ce téléphone, c'est qu'il a continué à se vendre, comme je l'ai dit, très longtemps après sa sortie. Il a continué à se vendre, il me semble que j'en ai vu en magasin encore, en tout début 2014. Incroyablement plus tard, comme vous pouvez le voir, parce que c'est rare de voir un téléphone se vendre encore, surtout un bas de gamme, 3 ans après sa sortie, sans modification. Il y a eu bien entendu des versions suivantes du Galaxy Ace, comme le Galaxy Ace 2 ou ce genre de truc, mais bizarrement le Galaxy Ace 2, il me semble qu'il a été retiré du marché avant que celui-là soit retiré du marché. Pourquoi? Parce que Samsung a baissé le prix de ce téléphone ensuite très rapidement, c'est-à-dire que en 2011 il coûtait 300 €, en 2012 il coûtait 200 €, en 2013 il coûtait 100 € à peu près. Donc ça en faisait un téléphone qui là d'un coup devenait beaucoup plus attractif entre guillemets. Beaucoup de gens se sont fait avoir à acheter ça plutôt qu'un feature phone, ce qui est une mauvaise idée, je le rappelle, parce que même si vous le payez 3 centimes, ce téléphone, surtout en 2013 quand il te coûtait 100 €, c'était de la merde. Il suffisait de rajouter 50 € et on pouvait trouver des téléphones qui étaient beaucoup mieux que celui-là, et où on pouvait trouver même carrément Android 4.0 ou des trucs de genre, quoi. Donc très franchement, il a beaucoup trop vécu ce téléphone, il a vécu beaucoup trop longtemps. Mais on peut quand même dire que ce téléphone a inventé un truc. En commençant sur le milieu de gamme, ce téléphone s'est ensuite transformé petit à petit et a littéralement inventé le bas de gamme. Parce que avant ce téléphone,
avant que ce téléphone baisse, on n'a jamais trouvé de téléphone Android qui était aussi peu cher, neuf que ce téléphone-là. En tout cas, sur notre marché à nous, et il est sorti bien avant que les smartphones chinois commencent à devenir intéressants. Ce téléphone a aussi eu la chance de tomber dans un vide quand il est sorti. Et quand je dis tomber dans un vide, regardez le temps qu'il lui faut pour sortir de veille. Qu'est-ce que je disais? Quand je dis tomber dans un vide, ça veut dire qu'en fin de compte, quand il est sorti, en 2011, en début 2011, et jusqu'à la fin 2011 d'ailleurs, pratiquement aucun bas milieu de gamme ne sont sortis, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des hauts de gamme, et des hauts de gamme qui étaient, genre le haut de gamme d'avant, qui était mieux que ça, ou les bas de gamme, entre guillemets, bas milieu de gamme, que l'on pouvait trouver à l'époque. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait ceux de la génération précédente, c'est-à-dire le HTC Wildfire qui avait baissé, le Xperia X8, le Xperia X10, ce genre de trucs qui avaient baissé eux avec, et donc il se trouvait et bien entendu encore une fois les LG, et donc ce téléphone là était le seul bas de gamme entre guillemets, bas de gamme pour l'époque, hein, comme je le disais, ça valait cher un bas de gamme pour l'époque en smartphone, et donc c'était le seul à essayer d'apporter un petit peu de nouveau, donc ce fameux processeur à 800 MHz au lieu de 600 MHz. Par exemple, Sony n'a sorti aucun bas de gamme jusqu'en 2012, c'est-à-dire que ils ont sorti des bas de gamme en 2010, ils ont zappé complètement 2011, et ensuite ils sont passés directement à 2012, pareil pour LG, où ils ont zappé 2011 pour le bas de gamme, et ils sont passés directement en 2012. Le seul autre smartphone bas de gamme qui est sorti, en tout cas on va dire bas de gamme qui est devenu un peu populaire, qui est sorti à cette époque-là, parce que Motorola aussi était hors compétition à cette époque-là, dans le bas de gamme, eh bien, c'était le HTC Wildfire S, qui était une amélioration du HTC Wildfire, qui corrigeait en gros la grande majorité des défauts du HTC Wildfire, et qui malheureusement restait à peu près dans les mêmes eaux que le Galaxy Ace, ce qui veut dire qu'à cette époque-là, réellement, le Galaxy Ace, et c'est même pas de la mauvaise foi, était vraiment un smartphone qui était correct, même si beaucoup de gens s'accordaient à dire, même s'ils n'osaient pas forcément tous le dire directement, les bas de gamme, les bas de gamme, c'est-à-dire ces trucs-là à 300 € et tout ça, ne valaient pas le coup. Ça, c'était mieux, et ça avait c'était bien plus intelligent de prendre un téléphone ou d'occasion haut de gamme de la génération précédente, qui avait un ARM V7, et donc beaucoup plus puissant, etc., et surtout avec une longévité bien meilleure, ou de prendre un bas de gamme un peu bradé, comme par exemple LG qui avait sorti le Optimus Black ou le Optimus 2X ou des trucs comme ça, qui ont fini par être bradés, qui malgré qu'ils étaient des hauts de gamme, ont fini par être bradés à des prix plus ou moins de bas de gamme, parce que ils arrivaient pas à se vendre, parce que LG à l'époque, et peut-être même encore aujourd'hui d'ailleurs dans certains cas, est une marque un peu outsider, quoi, donc ils essayaient de se faire un nom, quoi, en baissant les prix, etc., etc. Donc ce téléphone avait beau être le meilleur bas de gamme de l'époque, était pas un bon bas de gamme non plus, parce qu'il n'y avait pas de bon bas de gamme à l'époque, ça n'existait pas. D'ailleurs, preuve en est que ça n'existait pas, ce téléphone, je ne connais personne qui l'a sous Android 2.2, parce que quand il est sorti sous Android 2.3, enfin quand Android 2.3 est sorti pour ce téléphone, il a fallu attendre un certain nombre de temps, et c'est ce certain nombre de temps, à peu près 6-8 mois, eh bien, correspondait aussi au fait que ce téléphone a été largement baissé. Et donc c'est à cette fameuse époque où il a inventé le bas de gamme, entre guillemets. Et donc à cette époque-là, oui, là il s'est beaucoup vendu, notamment avec des forfaits, ça faisait souvent partie de ces téléphones que l'on pouvait avoir avec un forfait pour quelques euros de plus, ce genre de truc, et avoir un smartphone plutôt qu'un non-smartphone, pour que dalle, quoi, entre guillemets, eh bien c'était attrayant à l'époque, même si beaucoup de gens ne savaient pas trop dans quoi ils se mettaient, parce que ce téléphone a jamais été très très intéressant en tant que smartphone, même si, à côté du HTC Wildfire, croyez-moi, il est utilisable, contrairement à l'autre. On peut répondre à ses tweets, on peut répondre à des emails ou je ne sais quoi avec ce téléphone, ça n'est pas autant une torture, c'est quand même pas terrible, mais ça n'est pas autant une torture, ça reste utilisable. Donc allons sur Twitter, histoire de voir, hop, vous allez voir un peu le temps que ça met à charger ça. Bon, ça va, ça a été vachement rapide, il devait être en RAM encore, je suppose, ou en tout cas en partie. Parce que là, franchement, ça a été rapide. Habituellement, ce n'est pas aussi rapide que ça. D'ailleurs, redémarrons-le, et on va le refaire pour essayer de voir... enfin, confirmer ou infirmer ce propos-là, parce que, bon, étonnant, donc hop, je l'éteins. Donc après ce redémarrage, retournons à Twitter, pour voir ce que ça donne, hop... Donc voilà la durée que ça dure normalement.
Ça m'étonnait en effet que ce soit si rapide. Ça n'est pas censé être le cas. Vous voyez quand même que 280 MO de RAM pour les programmes, c'est largement suffisant pour un téléphone comme ça. Donc voilà, c'est bon, c'est chargé. Je vais mettre un petit peu plus de luminosité sur l'écran d'ailleurs. Pouf, voilà, c'est mieux. Pouf, on y retourne. Et donc regardons la fluidité du truc, vous voyez que c'est pas dramatique hein, sur certains programmes qui sont à peu près codés comme il faut. Le problème c'est surtout le temps de démarrage des programmes et le fait qu'on ne peut rien installer sur ce téléphone quoi. Ça c'est juste le pire problème quoi, on ne peut littéralement rien installer. Donc histoire de taper du texte sur ce téléphone et voir ce que ça donne, on va taper un tweet. Alors vous voyez que j'ai installé le clavier de Android 4.0, donc c'est le meilleur clavier qu'on puisse installer sur un vieux téléphone hein, pour information. Il s'appelle ICS Keyboard et c'est la version qui est faite par le développeur qui s'appelle Binary Bulge. Et donc ce type-là a fait une version extrêmement optimisée qui fonctionne, il me semble, jusqu'à Android 1.5 du clavier d'Android 4.0. Donc c'est excellent si on veut un meilleur clavier sur un très vieux téléphone Android. Mais voilà, on triche un petit peu et surtout il n'y a pas beaucoup de mémoire dans ce téléphone, on va pas la gaspiller pour mettre un clavier. Enfin si je l'ai fait, mais bon c'est pas un clavier qui prend beaucoup de place, je crois qu'il prend que 4 MO. Donc ça améliore un petit peu la frappe, mais regardons ce qui était fourni avec, parce que bizarrement Samsung fournissait 2 claviers. Le clavier Samsung, bon le voilà, quand il viendra. Le voilà. Donc, par défaut, il n'active pas la correction automatique des mots, ce qui est génial, merci Samsung, je sais pas pourquoi ils l'ont désactivé par défaut. C'est comme sur le Galaxy, sur les Samsung Wave, c'est-à-dire ceux sous Bada, c'est pareil. Il y a une correction automatique des mots qui marche plutôt bien, et il la désactive par défaut. Donc, on va taper assez rapidement quelque chose, donc je tape, bah non, ça a marqué Jap. Je tape je tape un tweet depuis un Galaxy, non pas Galaxy écrit comme ça, même si c'est bien tenté, Galaxy Ace, Acer, bon on va comprendre. Oh là là là. C'est une Corée, oui, c'est une Corée, oui. Vous voyez que, ok, certes, il corrige, enfin il essaye de corriger, mais ça marche pas super, quoi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de changer de clavier. Allez, vas-y. Ah, voilà, c'est bon, mode de saisie. Et le deuxième clavier, c'est le clavier swipe. Alors, il est pas activé par défaut, bizarrement, même s'il est mieux que le clavier d'origine, mais vous allez comprendre pourquoi il est pas activé par défaut. C'est que, regardez, je vais taper rapidement. Hop, vous voyez que quand on tape trop vite, il croit qu'on fait ça sur le clavier. Vous voyez quand on tape trop vite, ça fait des lignes à la place sur le clavier. Donc ça c'est vraiment pas génial du tout. Et je sais pas si ça peut se désactiver ça. Ok, est-ce qu'on peut désactiver la fonction swipe du clavier swipe? Ça serait un petit peu bizarre, mais pourquoi pas, ça doit être faisable. Hein. L'écran tactile pour un bas de gamme était pas mauvais. Mais franchement, il y a eu mieux à l'époque et il y a bien entendu, il y a mieux maintenant. Et avec un clavier donc celui-là, je vais essayer de taper pour voir ce que ça donne. Donc c'est une horreur, voilà. Même s'il m'a mis 1 à la place de 1, bon ok, pourquoi pas. Bon, on va plutôt marquer c'est... Voilà, j'ai mis un temps fou à écrire rien du tout pratiquement parce que le tactile n'est pas forcément ce qui se fait de mieux pour le clavier. Pour le reste, il reste à peu près convenable, mais pour le clavier, franchement, il est un peu lent. Alors je sais pas si c'est au niveau du firmware, au niveau du processeur, au niveau de quoi que ce soit. En tout cas, il y a comme quelque chose qui rend ce clavier un petit peu pénible à utiliser, à savoir en plus que pour couronner le tout, tous les claviers de l'époque sous Android eh bien, n'avait pas forcément une bonne autocorrection par rapport à ceux d'aujourd'hui. À partir d'Android 4.4, Android a une autocorrection qui fonctionne super bien, même dans le clavier par défaut. Mais sur un truc comme ça, n'espérez pas installer un clavier alternatif qui a une bonne autocorrection, parce que ça prendra trop de place dans la mémoire. Ce sera le seul truc que vous pourrez installer pratiquement. Ou tout simplement il va falloir abandonner ça, ou utiliser un dernier truc que je ne vous ai pas montré, c'est Swipe
avec sa fonction swipe, tout simplement, la fonction qui permet de glisser sur les trucs. Parce que, bon, moi personnellement, j'ai jamais réussi à taper vite en glissant sur les lettres. Genre, par exemple, je sais pas, je vais juste taper, ouais, ok, d'accord, bon, taper vite. Oui, bon, vous voyez, je sais pas, j'ai jamais trouvé ça bien, moi, ce truc-là. Surtout que c'est une vieille version de Swipe, donc ça a dû s'améliorer depuis le temps. Mais voilà, c'est pas du tout idéal, quoi. Bon, allez, je vais poster ce tweet, ça va rendre les gens, tout le monde confus, et ils vont pas comprendre pourquoi je suis en train de me torturer à utiliser une Galaxy Ace. Donc bref, ça c'était l'expérience Twitter avec notre ami le Galaxy Ace. Maintenant, l'expérience web avec le web d'aujourd'hui. À savoir que même avec le web de l'époque, si vous lisez les tests de l'époque, vous verrez que tout le monde disait que ça mettait pas mal de temps à charger certains sites web assez volumineux en contenu multimédia. Donc on va essayer d'aller sur YouTube, on va utiliser le navigateur internet par défaut exceptionnellement parce que j'ai installé UC Browser, ce qui n'est pas forcément plus rapide, hein, c'est juste parce qu'il comprend mieux les sites d'aujourd'hui parce que c'est un navigateur web plus à jour, quoi. Donc il contient les derniers ajouts qui ont été faits pour faire en sorte de pouvoir comprendre les sites web actuels, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est HTML5 et ce genre de trucs. Donc nous allons sur YouTube avec, bon, on va prendre une vidéo au hasard, même si comme d'habitude, bon non, on va pas prendre une vidéo au hasard, on va continuer à utiliser, hop, tout ça. Donc voilà, revenons au clavier, on va taper tout simplement ma chaîne, ça ira assez vite, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc le navigateur par défaut a été plutôt bien optimisé, parce que vous voyez qu'il va plutôt vite hein, sur les sites web, donc bon, on va dire les sites web optimisé pour les smartphones, quoi, mais bon, sinon vous tombez sur un site web autre et vous verrez que ce sera une catastrophe. Mais voilà, ça arrive à fonctionner relativement convenablement. Alors regardez une vidéo sur YouTube, bon c'est plus possible avec l'application par défaut, parce que comme je vous l'ai dit, elle prend trop de place, elle prend à elle seule 120 mégaoctets, ce qui c'est juste hors de question. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà à propos de ça? Attends, ça va revenir parce que là j'ai oublié la moitié de ce que j'étais en train de dire. Oui, et en plus de ça, elle met tellement de plombe à charger l'application YouTube que j'ai même pas réussi à avoir, vous savez, la page d'accueil de YouTube en gros sur l'application YouTube actuelle que l'on peut installer là-dessus. Donc pour le son, le haut-parleur, etc. Fonctionne très très bien. Je vous laisse pas entendre, bon, je sais pas pourquoi, ça a fait comme si ça avait fait un appui long, parce que il y a des gros lags à l'intérieur de système d'exploitation. Justement, c'est sûrement ça qui perturbe le tactile, parce que je suis sûr que l'écran tactile est bon, mais que c'est juste le fait que le processeur arrive pas à suivre en arrière-plan qui fait que, eh bien, il met un moment un petit micro-freeze, etc. pendant qu'on est en train de taper ça et qu'il est en train de charger la liste des mots, etc. Vous savez, les suggestions, etc., etc. Et vu que ça le fait laguer un petit moment, il arrive à oublier les lettres qu'on est parti, ou alors il croit qu'on est tout le temps resté appuyé pendant une seconde entière sur la même lettre ou des trucs de ce genre. Ça fait parfois pareil donc avec le bouton Home, bizarrement, ça croit que ça fait un appui long alors qu'on a fait un appui court, parce que bien entendu l'appui long mène au multitâche, et un appui court mène, c'est Home quoi, et là vous avez vu que j'ai fait un appui court, et bizarrement ça a fait le multitâche. Donc bref, on est resté bien longtemps sur ce smartphone. Maintenant on va parler de la caméra une petite seconde. On va prendre ce vieux Sony Ericsson, on va le mettre comme ça dit batterie faible donc je pourrais pas utiliser le flash. Ah non, il me dit carrément batterie faible donc je peux pas utiliser l'appareil photo. Oh, il est gentil ce téléphone, je l'aime beaucoup. Attends, je vais aller chercher un chargeur. D'ailleurs ça me fait venir à un petit truc amusant qu'il y a sur ce téléphone, c'est cette petite trappe complètement inutile parce que personne l'a refermé jamais, ou alors peut-être quelques maniaques, mais je connais carrément des gens qui, comment dire, n'ont même pas remarqué qu'il y avait une trappe là-dessus, ou qui avaient oublié qu'il y avait une trappe à cet endroit-là. C'est tellement quelque chose que l'on peut oublier rapidement. Donc l'appareil photo, voici l'appareil photo, pas d'appareil photo de façade d'ailleurs. Donc hop, on va prendre ce Sony Ericsson, et comme vous pouvez le constater, le focus de près, il n'y a pas de focus macro là-dedans. Le petit appareil photo qu'il y avait dans le Wildfire était un petit peu meilleur. Donc je suppose que le Wildfire S, que je n'ai jamais eu pour information, doit avoir, on va dire, une qualité plutôt pas mal pour... bon bah, on va essayer de s'éloigner le plus possible, histoire d'avoir une photo nette. Voilà, en espérant qu'elle soit nette. Il y a beaucoup de lumière là, vu que je fais un enregistrement de vidéo. Et donc on va vérifier si la photo est nette. Voilà, non mais cet appareil photo avait été considéré comme pour un bas de gamme étant bon, mais je vois pas ce qu'il a d'exceptionnel, hein. Franchement il est correct, hein, c'est sûr, mais enfin je veux dire on aurait pu faire pire pour un bas de gamme. Mais à part le fait qu'il est 5 mégapixels,
je pense pas qu'il soit meilleur qu'un 3 mégapixels de bonne qualité. Et son focus est très mauvais par contre pour un truc, pour un bon appareil photo entre guillemets. Le focus ne se fait pas de près, etc. C'est bon. Vous allez me dire que à l'époque on se serait pas plaint de ça, certes, mais à l'époque on pouvait quand même le remarquer si on faisait le choix, si on cherche. Si on veut avoir un bas de gamme ou un haut de gamme et qu'on se dit ouais bon ça me sert à rien d'avoir un processeur puissant mais il me faut quand même un bon appareil photo, c'est bon de le savoir si et il y a beaucoup de testeurs bien entendu qui avaient remarqué ça à l'époque, c'est-à-dire que l'appareil photo est correct mais il a un focus qui se fait mal de près, ce qui était très utile à l'époque parce que je sais pas si vous vous rappelez, c'était la grande folie des QR codes à cette époque-là. Je pense que ça s'est un petit peu tassé depuis mais voilà. Donc qu'est-ce que je voulais montrer déjà comme truc en dernier truc sur ce téléphone? Oui, donc on a parlé de l'appareil photo. Et en fait, je crois que en fin de compte, j'ai fini, j'ai plus grand chose à dire sur ce téléphone, même si je pourrais très certainement durer une journée entière en parlant de ce téléphone et de tous ses mini défauts, etc. Mais un truc vraiment essentiel à vous aborder maintenant, là, non, pas vraiment. Le GPS est correct, l'angle de vue est très bon pour un téléphone qui a même pas un écran IPS, comme vous le voyez, c'est un très très bon écran LCD hein, qu'ils ont là-dessus, quoi. Donc bon, il a certes une résolution toute pourrie, mais au moins on pouvait regarder quelque chose dessus sans que ça pourrisse les yeux. Par contre un truc à savoir c'est que là nous étions en luminosité maximale. La luminosité maximale sur ce téléphone est relativement faible hein, pour une luminosité maximale franchement. En extérieur ça peut être largement insuffisant je trouve sur ce téléphone mais c'est pas grave, de toute façon comme je disais très peu de téléphones à cette époque là étaient capables d'avoir une bonne luminosité en extérieur. Je crois que le seul qui avait une bonne luminosité en extérieur avant la sortie de ce téléphone là ça devait être le Galaxy S premier du nom, même si c'était pas phénoménal non plus, hein, donc c'était loin d'être phénoménal même. Donc en conclusion sur ce téléphone, ce que l'on peut dire c'est que à l'époque, c'était pas très pertinent d'acheter un bas de gamme, ou alors fallait vraiment avoir des besoins spécifiques que l'on connaît très bien, genre par exemple, je ne suis pas sûr que le Wildfire S soit meilleur que celui-là, comme je ne l'ai pas eu, je ne peux qu'imaginer qu'il est comme le Wildfire mais avec un GPU, donc déjà rien que ça devrait énormément l'améliorer. Le fait que le firmware était pas terrible sur le Wildfire d'origine me fait dire qu'il y a des chances que ce téléphone-là était un meilleur choix que le Wildfire S, donc c'était littéralement ce qu'on pouvait trouver mieux à l'époque, mais encore une fois, était-il vraiment pertinent d'acheter un smartphone milieu de gamme, bas de gamme à l'époque? Je ne pense pas. Valait mieux se tourner ou vers un haut de gamme, genre les hauts de gamme Android, ou se tourner carrément vers un iPhone, parce que on pouvait très certainement trouver un iPhone 3GS ou un truc comme ça, qui serait beaucoup mieux que ça, bien entendu beaucoup plus cher que ça, mais qui au moins pourrait se garder sur la durée, quoi. Hein. On aurait pu le garder au moins jusqu'en mi-2013 sans problème, alors que ce téléphone-là, si on veut vraiment l'utiliser en tant que smartphone, ça devient difficile à partir de même pas début 2013, enfin même à sa sortie, c'était un téléphone qui avait beaucoup de mal par rapport à beaucoup d'autres smartphones. À sa sortie, ce téléphone peiné sur pas mal de sites web. À sa sortie, ce téléphone a été critiqué pour sortir seulement avec Android 2.2, alors qu'on était à l'époque d'Android 2.3 et la transition vers Android 2.4, 4.4, je veux dire, 4.0, n'importe quoi, n'était pas si loin que ça. Donc oui, c'est sûr que c'était un téléphone qui était vachement limité rien que pour l'époque, mais c'était du bas de gamme encore une fois, donc ça se comprend. La sortie d'Android 2.3 ne l'a pas forcément bien amélioré, au contraire, à l'époque ça paraissait comme une bonne chose, étant donné que c'était littéralement le seul smartphone bas de gamme de l'époque qui était préinstallé avec Android 2.3 quand il a fini par être préinstallé, ou qui était très facilement on pouvait le mettre à jour très facilement vers Android 2.3 car il s'agit d'une mise à jour OTA, il suffit de cliquer sur un bouton et hop, il se met à jour tout seul via le Wi-Fi, alors que aucun smartphone, notamment le LG Optimus One, qui lui aussi a eu droit à Android 2.3, mais il fallait l'installer avec un logiciel extrêmement confus, personne l'a jamais fait, et il était bien entendu tout le long de sa vie préinstallé Android 2.2, quoi. Il a jamais eu droit à Android 2.3 préinstallé. Mais au final, ça n'a pas arrangé les choses, comme je le disais, parce que, eh bien, ça a tendance
à rendre les programmes beaucoup plus durs à installer, à avoir des programmes beaucoup plus lourds. Ça a tendance aussi à faire en sorte, quand je dis beaucoup plus dur à installer, je veux dire que ça prend beaucoup plus de place en mémoire, et que comme il n'y a pas beaucoup de place, on est obligé de jouer avec plein d'options bizarres, router le téléphone, installer Link2SD, ce genre de conneries, enfin bon, des trucs qu'on n'est pas censé faire, et que bien entendu quelqu'un de normal qui n'est pas professionnel en smartphone, qui voit ça, et bien il se dit bon, comment je fais? À mon avis, ce téléphone à lui seul est responsable de la réputation qu'a eu Android, que ce soit sur le bas de gamme ou sur le haut de gamme, mais surtout sur le bas de gamme, pendant très 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 longtemps, jusqu'en 2014, et peut-être même dans l'esprit de certains jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce téléphone, comme il a encore été vendu jusqu'en début 2013 sans aucun problème, on le trouvait partout encore, dans les 90 € et tout ça, tout le monde pensait que, ben voilà, le bas de gamme sur Android c'est de la crotte, quoi, tout simplement. Ce téléphone a vraiment été incroyable en termes de mauvais marketing. Beaucoup de personnes voyant ce truc-là se sont dit bah quelle catastrophe, ça déconne dans tous les sens et tout ça, c'est horrible, parce que on nous vendait pas ça comme étant un mauvais smartphone à l'époque, malgré que c'en était un. Quand je parle pas à sa sortie, là je parle quand il était encore en vente en 2012-2013. Beaucoup de personnes nous disaient que ça pourrait encore suffire pendant 2 ans, n'importe quoi. Ça, je veux dire, imaginez là, encore 2 ans, ça voudrait dire que en l'achetant en mi-2013, ça voudrait dire qu'en mi-2015, il est encore utilisable. Ce n'est pas le cas, clairement pas. Mais alors, clairement pas le cas. D'ailleurs, parlons de ça, parce que c'est la dernière partie de cette vidéo. Est-ce qu'il est encore utilisable aujourd'hui? Bon, en appel, c'est-à-dire juste en utilisation téléphone, oui, à la limite, pourquoi pas. En smartphone extrêmement léger, est-ce qu'il est encore utilisable? Oui, pour être utilisé un petit peu, pour un petit peu de navigation internet, un petit peu de réponse aux mails ou des trucs comme ça, même si le clavier... Enfin, pas forcément que le clavier, mais le clavier et le tactile, le combo des deux, ça rend pas le téléphone est très très agréable pour taper du texte et ce genre de trucs. Je veux dire, on tape 15 000 fois plus vite sur n'importe quel autre téléphone, un petit peu plus performant que ça. Je veux dire, c'est impressionnant à quel point on peut taper plus vite. Donc, en tant que téléphone, smartphone, on va dire exigeant, alors là juste oubliez quoi, on peut même pas installer 3 applications là-dessus. Je veux dire, vous serez déjà content de pouvoir installer un client mail, un clavier alternatif pour pouvoir taper un peu mieux sur votre téléphone. Et c'est tout quoi, je veux dire, ou un navigateur web aussi un petit peu plus, on va dire récent, comme par exemple UC Browser, qui fonctionne à peu près relativement correctement sur ce truc. Ensuite, vous serez obligé de vous dispenser du reste, parce que c'est très difficile d'installer plus de 3 applications là-dessus, et rien que le fait de mettre à jour les applications préinstallées, surtout si vous en avez un de chez SFR ou de chez Orange ou je ne sais pas quoi, où il y a plein de saloperies qui veulent se mettre à jour derrière, c'est juste impossible, oubliez tout de suite. Ah oui, j'ai oublié aussi un truc, c'est que vous pouvez aussi mettre à jour Google Maps dessus. Dernier truc à mettre à jour dessus pour essayer de bien tasser ça dans la légère mémoire qu'il y a là-dedans. Franchement, c'est difficile. Le GPS là-dedans est un petit peu lent, mais il fonctionne correctement, donc à la limite, je veux dire, ça peut être une bonne chose de devoir installer, surtout de pouvoir réussir à installer Google Maps. Et quand même un petit peu sympa quoi, ça serait bien de pouvoir le faire. Et on peut le faire, mais alors franchement, encore une fois, je vais vous remontrer ça. Les applications, pof, hop, on y retourne, on attend un petit peu. Je peux vous dire que franchement, j'ai eu du mal, à savoir que ces applications-là, comme notamment K9 Mail, stockent des emails aussi à l'intérieur de la mémoire. Et il y a plus que 36 mégaoctets pour réussir à stocker ces emails, que ce soit Gmail ou K9 Mail. Donc c'est n'importe quoi, il y a vraiment trop peu de mémoire là-dedans. Donc voilà, je pense qu'on peut terminer cette vidéo et on peut dire comme mot de fin que ben voilà, c'est exactement ce que je disais au départ, c'est un téléphone qui est lent, vraiment lent, qui est légèrement buggé, notamment comme je le disais, le tactile, les boutons, etc. qui réagissent un millier de temps plus tard, ou qui parfois font des choses qui ne sont pas censés faire, comme par exemple vous cliquez sur Home, et au lieu de cliquer sur Home, ça ouvre bizarrement le multitâche comme si vous avez fait un appui long. Il a tendance à ralentir petit à petit après le démarrage avec le temps, c'est-à-dire qu'au départ il est plutôt fluide, vous attendez 1 heure, il ne l'est plus, enfin vous l'utilisez 1 heure, écran allumé, je veux dire, il ne l'est plus. Bon, il y a plein de problèmes comme ça avec ce téléphone, et puis bon, quand je parle de bugs aussi, il y a carrément de vrais plantages aussi avec ce téléphone qui peuvent arriver aléatoirement sans vraiment savoir d'où ça vient.
Et ensuite, en dernier lieu, c'est tout simplement le fait de rien pouvoir installer. Ça, c'est littéralement le problème inexcusable de ce téléphone. Rien qu'à l'époque de la sortie de ce téléphone-là, le Galaxy S2, par exemple, qui est sorti dans la même génération, hein, lui, c'était le bas de gamme, le pendant bas de gamme du haut de gamme de Samsung, qui était le Galaxy S2 dans la même époque. Le Galaxy S2 avait 2 gigaoctets pour installer les programmes, ce qui était beaucoup plus, c'était littéralement 10 fois plus, un peu plus de 10 fois plus, et d'autres téléphones sortis à peu près dans les mêmes époques, ou sortis avant, avaient au moins entre 300, 400, voire même 1 gigaoctet de mémoire pour installer les programmes, donc les développeurs Android utilisaient cet espace. Faire en sorte que les programmes tiennent sur si peu d'espace n'a jamais fait partie du cahier des charges de quel que soit le développeur. J'ai jamais... Enfin, je veux dire, bon, jusqu'en 2013, peut-être mi-2014, non, jusqu'en 2013 tout court, je suis trop généreux, jusqu'en 2013 tout court, on pouvait à peu près jusqu'à mi-2013 mettre quelques programmes dedans et réussir à s'en sortir à peu près. Il n'y avait pas encore les services Google Play ou ce genre de trucs, mais très franchement, mais ça a toujours été pénible d'installer des trucs dedans. Je veux dire, la majorité des gens qui s'en sont vraiment servis comme smartphone, et quand je dis vraiment s'en servir comme smartphone, c'est un bien grand mot, sont des personnes qui l'ont mis sous Cyanogen Mode, qui ont installé Link2SD, qui ont vraiment bidouillé à mort ce téléphone pour essayer de le rendre ne serait-ce qu'un petit peu utilisable, mais voilà, même en faisant tout ça, ça en reste un téléphone vraiment pénible, quoi. Bon bah voilà, je crois que j'ai fini cette vidéo et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine!